Ici, je vais refaire CTRL-Y pour repasser en menu affichage aperçu. Donc j'étais en affichage par tracé. Voilà. Que j'avais fait CTRL-Y. Et je repasse en affichage aperçu. Il y a deux types d'aperçus. Aperçu GPU. La carte graphique de l'ordinateur est utilisée avec tous ces processeurs puissants. C'est rapide. Adobe donne la liste des cartes graphiques qui fonctionnent le mieux avec Illustrator. Avec quoi ils ont testé quand ils ont développé Illustrator. Aperçu avec le CPU, c'est l'aperçu, mais vous n'allez pas avoir de différence, sauf que ça va être plus lent. C'est le processeur central de l'ordinateur et non pas la carte graphique qui sera utilisée. Quel intérêt? Parfois, la carte graphique bug et on est obligé de passer en affichage CPU. C'est lent, mais ça marche mieux. Parfois, ça bug. Donc voilà pourquoi vous avez, quand vous êtes en mode tracé, vous avez la possibilité de repasser en mode aperçu, mais deux types d'aperçus. Donc, mortalité de l'histoire, ne choisissez jamais aperçu avec le CPU, sauf si vous avez une bonne raison de le faire. Ok, donc aperçu GPU. Bien. Avec la flèche noire, j'ai cliqué à côté, rien n'est sélectionné. Je clique sur n'importe quel des caractères, tout se sélectionne. Pourquoi? Quelqu'un a une idée pourquoi tout se sélectionne? Il est vectorisé, oui, mais c'est pas pour ça que quand je clique sur un caractère. C'est un groupe. Le processus de vectorisation du texte crée d'office un groupe. Oui. Parce qu'il suppose que vous voulez quand même continuer à bouger tout ça ensemble. Et pas une lettre par rapport à l'autre. Mais vous pouvez très bien prendre l'outil flèche blanche plus, l'outil de sélection directe progressive, cliquer à côté, et puis venir cliquer sur un caractère. Attendez, on va le faire sur un caractère qui n'a pas de trou, comme le V, ou le L, ou le F. Voilà. C'est pas malin, ça? Rien qu'en bougeant ça, j'ai un logo. Enfin, peut-être pas celui-là. Je vais faire CTRL-Z plusieurs fois pour qu'il revienne en place. Rien qu'en bougeant quelque chose, on peut faire un logo. Mais alors, évidemment, c'est pas terrible ici. Hein. Au niveau des résultats, c'est pas terrible d'avoir juste bougé le F, on est d'accord. Hein. Mais il y a des logos où c'est juste ça. Hein. C'est juste une lettre qui est bougée, voire même avec l'outil de transformation manuelle, elle est tournée. Et peut-être même agrandi un peu, avec la touche Shift. Voilà. Et voilà. Vous avez un début de logo, quoi. Bien. Je suis toujours avec mon outil de sélection directe progressive. Dans le cas d'une lettre qui a un trou, il faut savoir ce qu'on a. On a affaire à une forme composite. C'est deux formes qui font la lettre. Donc il faut que je clique une première fois sur la lettre. Et puis une seconde fois pour que le trou se sélectionne et ça n'a pas marché, je réessaye. Ok, là tout se sélectionne en fait. Ah non, si je clique sur le bord, tout se sélectionne pas. Si je clique sur le noir, tout se sélectionne de la lettre. Et là je peux la bouger bien sûr. Mais si je clique sur le bord, il faut que je clique une seconde fois pour que le trou se sélectionne et là on peut bouger. Bien. La preuve que c'est vraiment deux formes qui participent à la création de la lettre à trou, c'est que si je clique là sur le bord d'un trou et que je le bouge et que je le fais sortir, on voit quel est le principe. Là où deux formes se superposent, ça fait un trou. Et là, elles ne se superposent pas, ça ne fait pas de trou. Et si je la sors complètement, ça ne fait pas de trou du tout. Voilà. C'est intéressant, ça. Donc, pour arriver à bouger un trou sans que la lettre... Évidemment, si tu cliques avec l'outil de sélection directe progressive sur le noir, tout se sélectionne, ça ne va pas. Il faut cliquer sur le bord du trou ici. Voilà. Et voilà. Rien que ça, c'est un logo. En soi.
Maintenant, il faut qu'il y ait une raison pour faire ça. Il faut qu'il y ait du storytelling, une histoire derrière. Il faut que ça se justifie. Mais c'est très graphique, en fait, cet effet d'exclusion. Dans Illustrator, on appelle ça le système du tracé transparent. C'est pas vraiment de la transparence comme on l'entend d'habitude, qu'on voit un objet à travers un autre. C'est plutôt des trous. Bon, ici, ça devient n'importe quoi, le logo, mais vous voyez le principe, c'est ça l'intérêt. On est en train d'étudier techniquement Illustrator. Après, il faudra en faire des choses intelligentes. Comment? En vous inspirant de logos existants, par exemple. Je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Un logo pour un parfum? Allons-y. Perfume logo. Et allons voir comment on fait des logos pour des parfums d'habitude. Pour que ça ne ressemble pas à un paquet de bouffe pour chien. On dirait qu'il y a souvent des petits flacons dans le logo, mais attendez un peu. C'est peut-être parce que ce sont des banques d'images qui proposent des logos déjà faits, en fait, ça. Ah, ça va mieux. J'ai tapé Famous avant Perfume Logo et je tombe sur des vrais logos de parfum. Intéressant, donc il faut analyser la concurrence et s'insérer dans la tendance, mais en étant différent. Bravo, bonne chance. Ah, en voilà un qui est différent dans le style. Hein. On est un peu dans le genre Starbucks. Quelque chose de très illustratif. Ça existe le parfum Mont Blanc? Bon. Voilà, c'était juste le petit rappel. Comment faire? Faut pas tout inventer. Et surtout, il faut penser qu'il faut préparer sur papier avant. Il faut préparer sur papier avant de se lancer dans le logiciel. C'est une erreur des débutants ou des mauvais graphistes, c'est de commencer tout dans le logiciel. Il faut faire des croquis. D'abord, on commence par écrire le nom, des noms. On construit l'histoire du logo, son rapport avec la marque. On écrit des noms, puis des petits croquis, puis on développe un des croquis dans le logiciel et on fait plein de versions dans le logiciel. Bon, si vous avez l'occasion, mais il faut avoir un abonnement à LinkedIn, ce que je ne pousse pas, hein, mais nous avons notamment, et on trouve aussi sur YouTube plein de choses gratuites et intéressantes qui expliquent la même chose. Ici, c'est Aaron Trapling qui explique comment lui fait des logos. Je vous montre rapidement parce que, et ce n'est pas la vidéo que je cherchais, parce que je veux dire ça, c'est juste un teaser. Voilà, ça c'est la version longue. Donc je vous montre en vitesse, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On a un petit problème d'accès web, mais ça va aller. Donc lui, il fait d'abord dans des petits calepins. Il fait des mots d'abord, il met les mots pour se donner des idées. Puis à un certain moment, il va commencer à faire des croquis. Il est toujours au mot, là, on vient de voir. Il va commencer à faire des croquis, voilà, il fait les croquis. En fonction du sujet, hein. C'est pour une boîte qui fait du béton, donc il a fait des strates. Puis il s'inspire de livres où il y a plein de formes. C'est des livres connus dans le monde du graphisme où il y a plein de formes. Puis, sur base d'un de ces croquis, dans Illustrator, il va commencer à faire plein de tests et de variantes. Mais il a commencé sur papier. Et là, je peux vous dire aussi que c'est
quand on reçoit un stagiaire en entreprise, c'est... Si on le voit directement faire le logo dans le logiciel, on se dit « Aïe, qu'est-ce que c'est que ça ?» Il n'a pas reçu vraiment... Parce que le crayon et le papier, c'est génial, il n'y a pas de limite. Pour trouver rapidement des petits projets, c'est bien. Voilà, et puis il termine. Il a fait plein de versions. J'essaye de retrouver, mais c'est pas comme dans YouTube, on ne voit pas le preview, c'est dommage. À un certain moment, on voit sur son écran qu'il a en fait plein de versions différentes, parce que forcément, il fait la même chose que sur le papier, sauf qu'il le fait avec les outils de l'ordinateur. Donc il utilise les deux, le papier et l'ordinateur, pour faire son logo. Voilà, voilà. Ok, vous avez saisi le principe, hein.